la moindre fragilité dans le duo à ce niveau d'engagement et de risque, ça peut être fatal, quoi. On se réveille le matin du départ de la course avec 12 équipages qui sont partis la veille, il y en a 3 qui se sont retournés comme des crêpes avec des opérations de sauvetage, hélico, etc. Des trucs un peu chauds, quoi. Donc on se dit, waouh, mais on s'est dit, on est vachement prêt, et le bateau aussi, et on était hyper content d'avoir cette position. On a pris une petite photo, parce que c'est plus jamais arrivé, et on a pris une photo de la Carto, et voilà, il y a des émotions qui sont juste incroyables, coucher de soleil, les dauphins, enfin, je crois que ça pouvait pas être mieux, quoi. Donc c'était top. J'ai compris que c'était pas en essayant de contrôler qu'on y arrivait. Les enjeux climatiques, sociaux, environnementaux méritent des entrepreneurs un peu fous aujourd'hui. C'est quoi ton prochain coup de folie? Ça, je sais pas si vraiment, il faut d'abord que j'en parle. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a décidé que diriger une entreprise ne suffisait pas pour tester ses limites. Mon invité, c'est Alexandre Bélanger, le patron de Belco, importateur de café et cacao. Mais oubliez tout de suite les chiffres et les tableaux Excel, on ne va pas parler de business aujourd'hui. On va parler d'une aventure un peu folle qu'il a décidé de vivre en 2025 quand il s'est inscrit sur la Transat Café L'Or. Aujourd'hui, je vous plonge dans le mental d'un aventurier moderne. Bienvenue Alexandre, bienvenue dans Mindset Story. Merci. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Toi, tu n'as pas décidé de courir un marathon, tu as décidé de courir une transatlantique. Pourquoi est-ce que tu as senti ce besoin d'aller face au danger? Ouais, c'est pas vraiment aller face au danger. J'ai senti le besoin, surtout de l'aventure, senti le besoin, au bout de 15 ans d'entrepreneuriat, d'avoir un temps de respiration. Enfin, je veux dire, on n'est pas des surhommes, hein, donc de temps en temps, c'est bien de savoir faire des pauses, des temps de jachère, comme j'ai entendu récemment, je crois que c'était un intervenant à la Convention des entreprises pour le climat qui parlait de ça. C'est hyper important, et je crois que c'est aussi assez important d'accepter qu'en tant que dirigeant, on puisse s'épanouir, se développer aussi en dehors du cadre de l'entreprise. Et donc prendre des moments pour soi, pour se développer différemment, et puis pour donner une chance aux équipes de mieux se développer. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet dont on parle assez peu souvent, c'est qu'un dirigeant, une dirigeante, un dirigeant, ça peut prendre beaucoup de place. Et donc ça peut être un peu néfaste, je dirais, pour l'entourage. On a tendance à vouloir s'entourer de plein de gens super talentueux. Mais malheureusement, souvent, ils sont capés dans leur épanouissement par juste la place qu'on prend. Et donc, prendre du recul, donc c'est pas vraiment prendre un risque. En fait, j'ai plutôt saisi une opportunité, moi, de prendre un peu de recul pour peut-être laisser d'autres personnes mieux s'exprimer dans mon entreprise. Tu dis qu'un dirigeant, ça prend de la place. Toi, tu es carrément allé vers tes managers, tes équipes, et tu leur dis, bon allez, pendant X semaines, je ne serai pas là parce que je pars courir à la voile. Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi ? Ouais, alors en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que le projet, il a duré 2 ans. On a fait, en fait, je me suis engagé sur 2 saisons, deux saisons de championnat de classe 40, en fait. Oui. Et avec mon coéquipier, on a fait 8 courses au large. C'est plus de 1500 heures de navigation en entraînement sur 2 ans. Donc en fait, la première des 2 années, j'ai navigué entre les temps de navigation et la formation, parce qu'il faut se former à la survie, à tout ce qui est électronique, mécanique, enfin il y a plein de choses. Plein de thématiques, en fait c'est hyper large la course au large, sans vouloir faire de jeu de mots. Et donc ça a pris à peu près 30% de mon temps, 30 à 40% de mon temps la première année, 50 à 60% la deuxième. Et l'équipe, elle le comprend ça ? Et l'équipe l'a très bien compris, Okay. bien sûr. Bah, après ça s'anticipe. Donc ça a été anticipé. J'ai recruté un directeur général, nommé un directeur général 1 an avant de commencer le projet. Et puis j'ai accompagné l'équipe petit à petit. J'ai aussi attendu qu'on ait un niveau de maturité organisationnelle et stratégique qui permette de pouvoir faire cette aventure. Toi, tu diriges une boîte qui réalise 70 millions de chiffre d'affaires, qui est basée en Gironde. Oui. C'est quoi le plus difficile ou le plus flippant finalement ? Est-ce que c'est la crise logistique, business, RH, ou est-ce que c'est de se retrouver au milieu des creux au sein de l'Atlantique ? C'est assez comparable. C'est-à-dire que si on se prépare bien, si on a une bonne stratégie, un bon entraînement, au moment où arrivent les crises, on n'a pas vraiment le temps d'avoir peur. On récite juste nos gammes. Et en fait, c'est un petit peu comme quand la crise du Covid ou toutes les crises qu'on puisse suivre, en fait, arrivent sur le moment, on agit. En fait, et moi, j'ai pas le temps de me poser des questions parce que
j'ai toujours, avec Belco, comme dans ce projet de course au large, mon sujet, c'est d'anticiper, c'est de me préparer, c'est de m'entraîner et de poser des stratégies très claires. Donc, j'ai pas eu peur des creux, j'ai pas peur des crises non plus. Par contre, je suis suffisamment conscient du fait que les creux, ça arrive, les crises aussi, pour anticiper et travailler ça avec mes équipes. Comment est-ce que tu as abordé la préparation de cette transat? Tu disais que ça t'a pris beaucoup d'heures en amont. Est-ce que ça se construit finalement un peu comme une business unit? On sait où on va, quelles vont être les différentes étapes? Ou est-ce que c'est d'abord une aventure intérieure et personnelle en quelque sorte? C'est les deux. Alors, comment je l'ai préparé? Je dirais qu'il y a plusieurs volets. Déjà, il y a un entraînement physique qui est énorme. Hein. T'es sportif? Oui, je suis sportif. Je fais du sport tous les jours. Ah Mais là, il a fallu monter à 2-3 fois par jour, plus les entraînements, qui m'ont pris beaucoup de temps. Il y a un truc assez intéressant avec mon coéquipier Louis, c'est qu'on a un peu abordé notre duo comme une équipe en entreprise. Ça veut dire qu'on a fait, on a fait des coachings où on a analysé nos personnalités respectives, la façon dont on pouvait fonctionner en duo, quelles étaient les zones de risque, comment naviguer ensemble pour éviter de rentrer dans des conflits. Parce qu'en fait, c'est le sujet. C'est-à-dire que la Transat, la dernière course qu'on a faite, la 8e course qu'on a faite, c'est 23 jours en mer. Avec à la fin, pendant 4-5 jours, on manquait de nourriture. On vit des moments intenses, quoi. Manque de sommeil, manque de nourriture et quelques mètres carrés. Oui, bien sûr. C'est compliqué quand même. C'est des nuits, on a eu 2 très grosses tempêtes. On a eu une nuit pendant 12 heures où on dormait par cycle de 5 minutes. Et c'était l'horreur dehors. Donc c'est vrai que le duo, il est mis à rude épreuve. Et la moindre fragilité dans le duo à ce niveau d'engagement et de risque, ça peut être fatal, quoi. Et quand on est au milieu de l'océan, c'est pas cool. Donc on a beaucoup préparé notre duo, on s'est beaucoup préparé physiquement, on a passé beaucoup de temps sur l'eau, on a passé beaucoup de temps à apprendre à connaître notre bateau. C'est principalement ça. Après, toute la partie intérieure, on ne s'est pas forcément préparé pour. Je pense que quand on est marin et quand on s'engage dans un projet comme ça, c'est qu'on est OK avec soi-même et qu'on sait traiter ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'aimerais que tu nous fasses revivre ce moment c'est novembre 2025 le départ, tu es au Havre, le coup de canon résonne, tu as l'Atlantique face à toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? C'est un moment qui est très particulier parce que ça fait 2 ans qu'on se prépare pour partir, qu'on a toutes nos familles, en termes d'émotion, un départ de course au large, quand il y a 50, 60, il y avait à peu près 70 équipages, 80 équipages en tout, qui partent pour traverser l'Atlantique. Ça donne un truc, un état d'esprit, une énergie assez incroyable. On se retrouve sur notre bateau, on se dit qu'à un moment on va quitter le quai et que la prochaine fois qu'on met un pied à terre, c'est de l'autre côté de l'océan. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a dû s'arrêter pour des raisons de tempête en Espagne. Mais à ce moment-là, on ne sait pas. Et puis, on voit beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes autour de nous. On ressent, on a le cœur un peu qui bat très, 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 très vite. Et puis la première chose dont je me rappelle en fait fin octobre, c'est vraiment le bateau qui quitte le quai et là on sort du port du Havre et on a une demi-heure avec beaucoup de monde, beaucoup de Havrais qui étaient là et on sent un truc très particulier, une énergie qui nous dépasse totalement. Et après quand la course part, on récite nos gammes. Ah oui, t'es préparé. Pendant 24 heures, on pense à rien. Ah ouais. Ah ouais. Et on se parle quand même ou chacun est dans sa bulle? On se parle peu. On se parle peu les premières 24 heures. Évidemment, on se parle, parce qu'en plus, Louis, mon coéquipier, est un ami. Mais on se retrouve quand même direct dans une tempête très costaud. On doit passer la côte du Cotentin. On a 4-5 mètres de creux. On a 40-42 nœuds. C'est risqué. Il y a beaucoup de navires de commerce. Donc le truc est quand même
un peu compliqué. Il y a beaucoup de risques de casse. D'ailleurs, il y a beaucoup de bateaux qui cassent. Et puis, la veille, les Ocean 50, des petits trimarans, étaient partis. Sur 12 bateaux, il y en a 3 qui s'étaient retournés dans la nuit. Donc, en fait, on se réveille le matin du départ de la course avec 12 copains qui sont partis, ou 12 équipages qui sont partis la veille. Il y en a 3 qui se sont retournés comme des crêpes avec des opérations de sauvetage, hélico, etc. Des trucs un peu chauds, quoi. Donc on se dit, waouh, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Donc voilà, on a cette excitation, cette envie de traverser l'Atlantique, on récite nos gammes, et en fait on passe la tempête nickel, on termine, on fait une des plus belles, un des plus beaux moments de navigation de ces 2 années, c'est la première nuit, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment où le destin vous échappe parce que finalement la tempête ou le climat est plus fort que l'homme et le matériel? Le bateau était bien préparé, on n'a pas eu de casse, donc non. On a eu un moment où, en fait, mais c'est nous qui avons fait une erreur. Il y a eu un moment où, au large, je crois que c'était au large des Canaries, on a eu une accélération, en fait, et on n'avait pas enlevé notre grand spi, et donc à ce moment-là, on était un peu excités, le bateau glissait, on était comme des fous, ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas eu beaucoup de vent, et donc on avait vraiment, vraiment, vraiment envie d'avancer. Et là, on s'apprêtait à traverser l'Atlantique, on s'apprêtait à tirer la barre pour faire cap sur la Martinique, et à ce moment-là, on déchire la voile principale de notre bateau. Oui. Donc pas cool, finalement, donc gros coup de mou, parce qu'on se dit, là, en fait, on peut pas être plus fort. Et évidemment, on savait qu'il y avait un couloir de vent, que ça allait accélérer. Et évidemment, on aurait dû affaler ce spi et sortir un plus petit spi. On ne l'a pas fait. Erreur. Voilà, de temps en temps, le manque de sommeil, l'excitation fait qu'on fait des erreurs, en fait. Hein. Et c'est ça le sujet de la course au large, c'est faire des erreurs et les réparer. Donc on a passé notre nuit à coudre et on a réparé le grand spi qui a tenu jusqu'en Martinique. Donc, ça a été un sujet important. C'est quoi ta plus grande victoire humaine ou technique? Le moment où, avec ton binôme, vous dites, purée, on est des génies, on est fort quand même. Ça serait un peu compliqué pour moi. Je crois que je me suis jamais dit je suis un génie, je suis fort. Mais on se débrouille pas si mal que ça. Ouais, la première nuit, en fait, on part. Nous, on a un bateau qu'on appelle un pointu, donc c'est les anciennes générations de classe 40. Donc, globalement, on termine dans les 20e, quoi. Bon, c'était un petit peu notre position. Et la première nuit, méga tempête, à 5h du mat', on regarde le classement, on est 3e. Et là, à ce moment-là, alors on savait qu'on n'allait pas rester 3e, mais à ce moment-là, on se dit, waouh, on a négocié la sortie de Manche de façon incroyable. On a un bateau qui est solide, on a un équipage qui est méga solide, on est prêt, quoi. Et ça arrive la première nuit. Et c'est évidemment un truc qui rassure beaucoup pour la suite de l'aventure. Ça donne confiance. Et ça donne confiance. Et là, on s'est pas dit on est des génies, mais on s'est dit on est vachement prêt et le bateau aussi. Et on était hyper contents d'avoir cette position. On a pris une petite photo, parce que c'est plus jamais arrivé. Et on a pris une photo de la Carto, et voilà. Mais c'est un très bon souvenir, et c'est évidemment un souvenir où on s'est dit, ouais, on n'est pas si mauvais. On est à notre place, quoi. Ouais, on est à notre place, on était complètement à notre place. Très bien. Et un autre moment que j'aimerais que tu nous fasses vivre, c'est celui de l'arrivée. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la ligne en Martinique, qu'est-ce qu'on ressent? Tu es allé au bout du truc, tu as réussi ton challenge, il se passe quoi dans ta tête? C'est un moment qui est, on vit des émotions assez contradictoires. Ouais. C'est très beau. On arrive, Rocher du Diamant, on a nos familles qui arrivent en Zodiac autour du bateau. Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas vu la terre, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de bateau, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de personnes. Et puis, d'un coup d'un seul, on voit une terre magnifique, avec une nature luxuriante. On voit des bateaux arriver et on voit nos parents, nos enfants sur les bateaux. Donc ça fait vraiment bizarre, quoi. Je veux dire, il y a des émotions qui sont juste incroyables. Coucher de soleil, les dauphins, enfin, je crois que ça pouvait pas être mieux, quoi. Donc c'était top. On termine comme ça, pendant 1 heure, on longe la Martinique, et puis après on passe la ligne d'arrivée. Nos familles montent sur le bateau, on se retrouve quelques minutes après à descendre du bateau, le quai, et là,
tout de suite, en fait, ça fait quand même déjà on est un peu fatigué, ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a vu personne et ça fait beaucoup de monde d'un coup, alors qu'en fait, on était un peu dans notre petit cercle, on avait un petit cocon dans lequel on était méga concentré, parce qu'en fait, il faut une concentration très très haute tout le temps. C'est pas une croisière. Et donc, il faut une concentration très très haute tout le temps. On est dans notre cocon et là, d'un coup, d'un seul, il y a plein de monde qui rentre dans notre cercle. Évidemment, c'est les personnes qu'on a envie de voir. Et donc, on est hyper heureux. Mais en même temps, ça déstabilise un petit peu parce qu'on n'a plus l'habitude. Voilà. C'est la fin d'une aventure. Et c'est la fin d'une aventure. Et ça, franchement, c'est impossible de ne pas y penser quand on met le pied à terre. Impossible. C'est-à-dire que moi, je pense que... Et Louis, on en rediscutait il y a quelques jours ensemble. Le premier truc auquel on pense, c'est de se dire, mince, c'est fini, quoi. Ça fait 2 ans qu'on navigue, 2 ans, on s'est mis un méga challenge. On a terminé, on est évidemment hyper fiers, hyper contents, mais c'est fini. Ouais. Et ça, c'est un peu dur de passer à autre chose. On dit que l'océan, ça change un homme. En quoi le Alexandre qui est parti, il est différent de celui qui est revenu et est différent du chef d'entreprise qu'il était avant? Je suis toujours un chef d'entreprise, mais je pense que je suis plus marin qu'avant. Ça, c'est sûr. Tu as un joli t-shirt avec un bateau. J'ai un joli t-shirt j'en ai plein, des t-shirts avec des bateaux. Mais c'est clair que j'aime bien, moi j'ai toujours aimé le côté un peu diversité. J'ai pas envie d'être que un chef d'entreprise, ça me plaît d'être un chef d'entreprise, de pouvoir être navigateur, puis demain d'avoir d'autres choses en fait à faire dans ma vie. J'ai pas envie d'attendre la retraite pour réaliser mes rêves. Donc ça, c'est important pour moi. En quoi ça m'a changé? Ça m'a clairement changé dans mon rapport dans ma capacité à laisser encore plus les autres exister autour de moi, dans la notion de contrôle, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'avant de partir, avant cette aventure, j'étais beaucoup plus dans le contrôle. Quand il se passait quelque chose dans l'entreprise qui me plaisait pas forcément, j'avais tendance à intervenir tout de suite. Là, je respire un grand coup, je prends de la hauteur et j'ai envie d'accompagner toutes les personnes qui sont autour de moi dans leurs propres épanouissements. Et j'ai plus besoin de contrôle en fait. J'ai juste besoin de réaliser mes projets, mes rêves, et j'ai compris que c'était pas en essayant de contrôler qu'on y arrivait. Tu importes du café et du cacao par la mer. En quoi cette expérience au ras de l'eau pendant plusieurs semaines, ça a transformé ton rapport avec l'océan, avec la planète? Mon rapport avec l'océan et avec la voile, de toute manière, il a toujours été important, y compris dans mon métier. On est hyper investi dans le transport à la voile de café et de cacao. En quoi ça a changé mon rapport? Plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse évoluer la façon dont on importe le café et le cacao. Nous, on travaille avec des produits exotiques qui sont produits à l'autre bout de la planète. On les importe pour les vendre un petit peu partout en Europe. On vend dans une 50aine de pays d'Europe et du Moyen-Orient. Et donc, en fait, je crois qu'il est hyper important d'être très engagé sur la façon dont on soigne la qualité du transport. Parce que il faut bien se dire une chose, le transport en gros porte-containers au fuel lourd, etc., ça détruit les océans, ça détruit la planète, ça détruit l'atmosphère, et c'est pas du tout OK. Donc voilà, je crois que ça m'a donné encore plus envie d'être engagé, je l'étais avant, mais évidemment, je suis encore plus lié à l'eau, au bateau, à la voile, et évidemment, encore plus qu'avant, j'ai envie que les filières du café et du cacao existent par un mode de transport vertueux pour les prochaines années. Et si tu devais donner un seul conseil de skipper, le skipper que tu es aujourd'hui, aux entrepreneurs qui nous regardent, un conseil finalement qui est applicable dans une gestion d'entreprise, peut-être face à une tempête, comme tu disais tout à l'heure, ce serait quoi? Garder le cap. C'est le seul. En fait, il faut avoir un cap. Une entreprise doit avoir une stratégie. On le dit tout le temps, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Moi, je discute, j'ai plein de copines, de copains qui sont à la tête de boîtes, qui n'ont pas forcément des stratégies claires, qui sont plus en réaction, en défensif. Et en fait, si on veut pouvoir traverser une tempête, la seule chose qu'il faut, c'est une équipe entraînée, soudée et un cap. Et c'est essentiel aujourd'hui. Et surtout, ne jamais se détourner de son cap. Ne jamais se détourner de son cap.
Il y a plein de moyens d'arriver au point. Voilà, donc on doit toujours adapter sa route, ça c'est une évidence. On doit adapter les voiles, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut tenir le cap. Voilà. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment prenez le temps. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de sortir de vos entreprises. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous. En fait, vous en gagnerez. Donc, et ça, c'est pareil. Souvent, on se sent un petit peu prisonnier de son entreprise. Il faut travailler. On doit être super indispensable, etc. Mais en fait, non. De temps en temps, c'est le meilleur moyen pour un dirigeant d'assumer ses responsabilités et de faire exister ou de faire prospérer son projet d'entreprise, c'est de la quitter un petit peu et de prendre des temps pour soi, de prendre des temps pour réfléchir autrement. Ouais, pour réfléchir autrement, s'éduquer autrement aussi, hein, parce qu'en fait on apprend tous les jours, et accepter de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer dans des sports ou dans d'autres activités culturelles, voilà, d'autres apprentissages pour mieux revenir dans l'entreprise après. C'est quoi ton prochain coup de folie ? Ça, je ne sais pas si vraiment, il faut d'abord que j'en parle dans ma famille avant. Mais il y en a un qui trotte là. Oui, je suis revenu avec une très grande et très folle envie d'entreprendre. Donc, j'ai vraiment envie de créer des projets entrepreneuriaux avec beaucoup d'impact. J'aime le groupe que j'ai cofondé avec mon père en 2007. J'ai envie de continuer à développer ce projet. Et franchement, on a des rêves qui sont assez fous. Donc c'est déjà un coup de folie, mais c'est un coup de folie collectif. Voilà. Et ensuite, je crois que moi, ce que j'aimerais faire, c'est à la voile, participer à un tour du monde. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Et j'aimerais bien aussi explorer des activités plus culturelles comme le théâtre. Voilà, c'est un peu ça mes trucs, les sujets du moment. Bah, tu viendras... Mais je dirais la folie dans l'entreprise. Ouais. Soyons fous, parce que franchement, les enjeux méritent, les enjeux climatiques, sociaux, environnementaux méritent des entrepreneurs un peu fous aujourd'hui. Donc je crois que ça serait ça mon plus gros coup de folie. Eh ben, tu reviendras chez Mindset pour nous raconter ton tour du monde ou ta carrière d'acteur dans les prochains mois et prochaines années. Ouais. Merci Alexandre pour ce témoignage. Merci à ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à bientôt pour un numéro de Mindset Story.